Donc en fait, la naturopathie, comme tu l'as dit, c'est une discipline qui est dite, donc qui prend en compte en fait l'intégralité de la personne. Donc ça veut dire aussi bien psychique que physique. Nous vraiment, on considère que c'est important de prendre la personne dans sa globalité, que mettre un pansement sur un symptôme, c'est pas que. Faut aller plus loin, il faut comprendre d'où ça vient, d'aller à la source du problème. Donc, voilà, donc c'est vraiment pour optimiser son hygiène de vie, optimiser sa santé, et ça que par des voies naturelles. Donc ça veut dire qu'on peut passer par des plantes, l'aromathérapie, l'hydrothérapie, enfin il y a énormément de choses à mettre en place, mais à chaque fois, on va se baser sur l'alimentation, sur la gestion des émotions et sur les exercices physiques. Donc ça vraiment, c'est la naturopathie, pardon, pour vraiment prendre la personne dans sa globalité et mieux l'accompagner. Donc en fait, l'objectif aujourd'hui de cette conférence, ça va être de vous donner des pistes avec la naturopathie pour soulager, optimiser, adapter son système hormonal. Mais comme son nom l'indique, ce ne sont que des pistes. Donc ça, je voulais vraiment mettre un point d'honneur à le dire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de remède miracle, il n'y a pas de remède universel, il n'y a pas de panacée, etc. C'est vraiment des débuts de pistes, en fait. Et quand on a des pathologies qui sont un peu plus graves, des dérèglements un peu plus importants ou je ne sais pas, c'est important de se faire accompagner par un praticien de santé. Donc ça peut être une naturopathe, mais ça peut être aussi un médecin généraliste, parce qu'en fait, ça aussi c'est important de le dire, je considère que vraiment la naturopathie va de pair avec la médecine conventionnelle. En fait, c'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre qui travaillent ensemble. Donc voilà, donc ça c'est vraiment juste pour remettre un petit peu le cas de la naturopathie et comment on peut aider, c'est avec toutes ces techniques en fait. Ok, bah super. Et est-ce que tu peux peut-être du coup nous faire le lien à quel est le rôle en fait des hormones dans tout ça, parce que les hormones elles régulent notre corps, et comment peut-être aussi nous expliquer comment est-ce qu'on est différent. Je sais qu'il y a des hormones féminines, des hormones masculines, ça fonctionne pas du tout pareil, donc voilà, pour nous donner peut-être un état des lieux global. Ouais. Ouais. Bon, alors en fait, déjà pour commencer, l'objectif de notre organisme, c'est d'être à l'équilibre. Donc sa survie, c'est l'équilibre. Ça veut dire que chaque chose qui va se passer, ça va être un mécanisme, un processus biochimique qui se met en place. Et ça va être un échange permanent d'informations, de communication. Ouais. En fait, je vous dis tout ça parce que le système hormonal en fait partie. Parce qu'en fait, les hormones, qu'est-ce que c'est? En fait, ce sont des messagers qui passent dans le sang pour délivrer un message, donc justement. Et donc, justement, ils vont d'un point A à un point B, ils délivrent leur message, et ce message va faire en sorte d'engendrer une cascade d'informations et donc de mécanismes qui se mettent en place. Et c'est vraiment un cycle qui se met en place à chaque fois pour rester à l'équilibre. Donc, c'est vraiment ça le but des hormones, c'est de s'adapter, c'est de se réguler, comme tu l'as dit. Et donc là, en fait, on va parler plus particulièrement du système hormonal sexuel, parce qu'il y a d'autres systèmes hormonaux comme la thyroïde, etc. Mais ça, c'est un autre sujet. Et en fait, l'objectif du système hormonal sexuel, ça va être la procréation. Donc, garder en tête, se dire que toute hormone qui se met en place, c'est pour procréer. Mais sauf que la procréation, ça ne se fait pas comme ça. Il y a plusieurs étapes. Il y a une première étape donc, de fécondation. Et donc la fécondation, ça se fait comment? C'est une gamète féminine qui rencontre une gamète masculine, donc un spermatozoïde et un ovocyte. Et c'est cette rencontre qui fait qu'il y a une fécondation et que l'œuf, du coup, est fécondé. Mais ça ne se passe pas après que comme ça, parce qu'après, l'œuf, il a besoin d'avoir un nid, d'être nourri, d'être alimenté. Et ça, du coup, c'est plutôt le processus de nidation avec justement l'endomètre. On entend souvent parler de l'endométriose en ce moment, etc., sans vraiment trop savoir ce que c'est. En fait, l'endomètre, c'est une muqueuse utérine qui se met dans l'utérus pour pouvoir justement accueillir potentiellement un œuf fécondé. Donc en fait, l'œuf fécondé, il va venir s'accrocher à l'endomètre et après pouvoir l'alimenter. C'est pour ça que c'est du sang en fait. C'est du sang parce que le sang va permettre d'alimenter. C'est par là où passent les nutriments en fait. Donc il y a vraiment deux étapes comme ça. Et donc les hormones sexuelles qui existent, donc il va y avoir les hormones féminines, donc oestrogène, progestérone. Il n'y a pas que ça, hein, mais je ne vais pas rentrer. C'est vraiment on va vraiment parler que de ça, mais il y en a d'autres en fait qui sont mises en place en amont pour créer justement ces hormones. Mais ça, on fera un autre masterclass là-dessus pour pouvoir aller plus dans le détail. Donc vraiment, ça, c'est les hormones féminines, mais aussi la testostérone. Et la testostérone, ça, c'est une hormone sexuelle masculine. Donc ça, c'est chez les hommes, mais aussi chez la femme, parce qu'en fait, il faut vraiment se dire que pour créer nos hormones féminines, on a besoin de la testostérone. Donc c'est vraiment deux choses qui sont importantes à se mettre en place, à se mettre en tête. C'est juste que ce qui est différent entre l'homme et la femme, c'est que chez l'homme, c'est un peu plus simple. C'est-à-dire qu'il y a un mécanisme qui se met en place, mais c'est beaucoup plus simple parce qu'en fait, l'homme, il naît avec la capacité de faire de la spermatogénèse, donc de créer ses gamètes masculines, donc les spermatozoïdes, tout au long de sa vie. Bon, il y a un petit déclin vers la fin de sa vie,
mais il est capable de procréer tout au long de sa vie, alors que nous, les femmes, on est avec un stockage, une réserve en tout cas de follicules. Donc les follicules, en fait, pour bien vous expliquer la différenciation, c'est qu'on a un follicule qui à chaque cycle va être libéré, va maturer pour produire un ovocyte qui potentiellement ensuite va rencontrer un spermatozoïde, ensuite féconder, etc. Donc il y a vraiment deux choses. Et sauf que nous, en fait, vu qu'on a une réserve, cette réserve, forcément, elle diminue au cours de la vie, au cours du cycle, parce qu'on va produire un follicule à chaque cycle. Et donc, du coup, nous, à la puberté, il y a nos hormones qui se mettent en place, mais après va arriver la ménopause. Donc, c'est pour ça que nous, c'est plus complexe et c'est pour ça qu'on va parler quasiment que de ça aujourd'hui, même si c'est hyper intéressant, la spermatogénèse, l'homme, etc., parce qu'on peut faire beaucoup de choses d'ailleurs en naturopathie, on peut jouer sur beaucoup de facteurs environnementaux, alimentation, etc., parce qu'en plus, on constate qu'au niveau des spermatozoïdes, ou même, il y a beaucoup de soucis qui arrivent, donc éjaculatoire, les érections, beaucoup moins de densité spermatozoïde. Mais bon, bref, ça pourra faire aussi l'objet d'un autre masterclass, mais on verra ça plus tard. Donc, nous, on va vraiment se concentrer sur le cycle en fait, ovarien, qui est contrôlé du coup par les oestrogènes et par les progestérones. Et juste pour vraiment faire vraiment en gros, les oestrogènes, elles sont là pour l'ovulation, donc pour créer la fécondation, alors que la progestérone, c'est plus l'hormone de la maturité qui va justement venir préparer l'endomètre. C'est pour ça que je vous explique tout ça maintenant. C'est pour qu'après, quand on va parler plus dans le détail des phases, il faut que ce soit un petit peu plus clair, même si on va aller un petit peu plus dans le détail. Donc voilà. Voilà. Et donc la naturopathie a place dans un accompagnement parce qu'elle peut venir jouer sur des facteurs comme l'alimentation, s'il y a des carences nutritionnelles, s'il y a des surcharges, que ce soit alimentaire, émotionnel, s'il y a du stress. Enfin voilà, il y a plein de choses à mettre en place avec les techniques qu'on a évoquées tout à l'heure. Bah, ok, bah, super. Écoute, moi je voulais juste revenir peut-être juste sur un point parce que je crois qu'on a justement, tu dis le système, enfin les cycles hormonaux masculins. Évidemment, c'est très différent des cycles hormonaux féminins, mais il me semble que même dans la durée, un cycle hormonal masculin, ça dure pendant une journée. Je me trompe ou c'est une idée reçue ou pas du tout? Alors, en fait, la spermatogénèse, ça va mettre 74 jours à se mettre en place. Donc, c'est tout un processus qui se met en place, qui va durer en fait 74 jours. Et le spermatozoïde, lui, pour le coup, il a une durée de vie de 4 jours. Mais il y a aussi tout un mécanisme de processus complexe qui se met en place pour créer la testostérone et que la testostérone puisse créer les spermatozoïdes, etc. Mais c'est plus sur 74 jours, tout ce processus-là. Trop bien. Ok, ok. Bon, bah, on en reste là. C'est pas le sujet de la masterclass, mais c'était juste, voilà, avant qu'on fasse le deep dive dans les phases. Voilà, je crois qu'il y a 4 phases du coup que tu vas nous présenter. Donc, alors, je te laisse. Effectivement, donc il y a plusieurs phases. Moi déjà, pour commencer, je vais partir sur un cycle moyen de 28 jours. C'est vraiment la moyenne en général. Mais on peut avoir des cycles plus longs et des cycles plus courts. Faut pas s'inquiéter si on n'a pas 28 jours. Mais voilà, moi je me base sur 28 jours parce que c'est plutôt la moyenne. Donc voilà. Donc en fait, un cycle ovarien va être contrôlé, comme on disait, par les hormones oestrogènes et progestérone et va se diviser en 2 périodes. Donc les 2 périodes, ça va être une première période qui va être folliculaire, donc le développement du follicule avec les oestrogènes, et une deuxième période lutéale avec la progestérone qui rentre en jeu et qui va là se mettre en route pour l'endomètre, justement, pour mettre en place l'endomètre, pour la nidation. Et sauf qu'en fait, ces 2 périodes se divisent elles-mêmes en 2 phases, donc ça donne 4 phases qu'on va voir du coup là. Donc du coup, la première phase, donc c'est la phase de menstruation, donc la phase où on a nos règles en fait. Ça dure en moyenne 6 jours. Donc en fait, le J1, ça correspond au premier jour de nos règles, quoi, en fait. Et donc là, qu'est-ce qui se passe physiologiquement parlant? On va venir éliminer l'endomètre qui s'est mis en place pendant tout le cycle, en fait, parce qu'il n'y a pas eu de fécondation. Donc en fait, notre organisme, il se dit, bon, bah, il n'y a pas d'œuf fécondé, j'ai pas besoin d'alimenter cet œuf ou de le nider, d'en prendre soin. Donc en fait, bah, j'en ai plus besoin, donc il faut que j'élimine l'endomètre qui s'est mis en place. Et c'est là qu'arrivent les règles. En fait, vraiment, l'endomètre, c'est vraiment une couche de sang qui est là pour alimenter, encore une fois, l'œuf fécondé. Donc là, les règles arrive parce qu'il n'y a pas eu fécondation, donc l'endomètre se délabre et va éliminer et va évacuer en fait l'endomètre. Ça, du coup, le corps, pour évacuer de manière plus facile, va se contracter, va créer des crampes. C'est pour ça qu'on peut avoir des douleurs au niveau du bas-ventre. Donc voilà, c'est ce qui se passe au niveau physiologique. Donc là, c'est vraiment une phase d'élimination où nous, nos humeurs peuvent changer un petit peu. On va se sentir un peu un peu plus dans l'introspection, dans le lâcher prise, dans le renouveau. On va avoir besoin de repos parce qu'en fait,
Oui, aussi, ça, il faut le dire aussi. On va beaucoup parler de comportement et d'humeur, parce qu'en fait, c'est pas un mythe que nos hormones impactent sur notre humeur. C'est vraiment, c'est comme on disait tout à l'heure, tout est lié, tout est en communication perpétuelle, et le système hormonal communique beaucoup avec le système nerveux. Et quand il y a une chute ou une augmentation hormonale, bah, ça influe du coup sur le système nerveux et donc sur nos comportements. Donc, c'est pas un mythe. Donc, c'est pour ça que quand on ressent des humeurs ou des comportements particuliers, c'est lié à nos hormones. Donc voilà, c'est pour que ça parle à tout le monde. On va parler un petit peu de ça. Donc voilà, donc c'est des sentiments qu'on peut ressentir. Ça va être voilà, un peu de lâcher prise et on a besoin de repos. Et donc du coup, dans cette période-là, en termes d'activité physique, par exemple, faut se laisser un petit peu tranquille, plutôt cocooner, pas faire un marathon. Si on est vraiment fatigué, on se laisse tranquille, plutôt du yoga doux, de la respiration, de la méditation pour se faire du bien. Donc ça, c'est important, parce qu'en fait, le fait d'avoir ces règles, ça nous demande beaucoup d'énergie. Donc déjà, faut se préserver en termes d'activité physique. Ensuite, avec l'alimentation, ce qu'on peut faire, en tout cas, c'est faire attention à son fer. En fait, le taux de fer, le fer, c'est un minéral essentiel à notre organisme parce qu'il fait partie il fait partie de l'hémoglobine et donc du sang, et il permet de transporter l'oxygène dans tous nos organes. Et quand on a une baisse de fer, une chute de fer avec le sang, notamment avec nos règles, et donc on peut être un petit peu fatigué. Donc à ce moment-là, il faut faire attention à son taux de fer. Et donc du coup, comment on fait? On peut passer par l'alimentation. Et donc pour ça, il y a plusieurs sources alimentaires. Donc on peut passer par le fer qui est dit héminique, donc ça va être le fer qui est beaucoup plus assimilable par l'organisme, qui vient des animaux. Donc on en trouve beaucoup dans le boudin noir, je ne vais pas vous vendre du rêve, hein, mais boudin noir, dans les crustacés, dans la volaille, dans la viande, dans les moules, dans les bigorneaux, ça c'est très assimilable par le corps, donc ça va être très important d'en consommer à ce moment-là. À savoir qu'il y a plus de fer dans des moules ou dans des bigorneaux que dans un steak haché, que dans de la viande rouge. Donc Ah ouais? voilà. Mais si on est... Ouais. Donc du coup, c'est vrai qu'on a un petit peu, mais pas obligé de se farcir un steak haché si on aime des moules, ou ça fait très bien le travail. Donc du coup, voilà. Et quand on est, quand on est végétarien, Rien, voilà. ouais, Non, non, c'est ce que tu allais dire. voilà, j'y ai pensé. J'y ai pensé. Végétarien, il y a d'autres sources. Il y a des sources végétales qui existent. Alors, elles sont moins bien assimilées par l'organisme, mais ça reste quand même très convenable. Et donc, on peut passer par exemple avec des légumineuses, des céréales, des oléagineux. Il y a certains fruits qui en contiennent aussi, comme par exemple l'abricot, la prune. Il y a des légumes comme le cresson, l'enlit. Enfin, il y en a plein d'autres qui sont intéressants du coup de consommer à ce moment-là. Mais le champion des champions, ça va être les algues. Donc, quand on est végétarien, c'est hyper intéressant du coup de consommer des algues. On en trouve de plus en plus, notamment dans les magasins bio. Maintenant, ils font des tapenades d'algues qui sont juste délicieuses. Donc, du coup, ça peut être bien d'en consommer à ce moment-là. Ou alors, par exemple, de la spiruline qu'on trouve un peu partout sous forme de paillettes ou de poudre. Bon, alors, c'est un goût un petit peu particulier, je ne vais pas vous mentir, mais on s'habitue et ça peut vraiment faire le travail. Donc, du coup, ça peut être intéressant à ce niveau-là. Toujours par rapport au fer, on peut aussi optimiser son apport en fer, dans le sens où on peut optimiser l'assimilation du fer dans notre organisme. Et pour ça, en fait, on peut consommer aussi, par exemple, de la vitamine C, parce que la vitamine C, ça va optimiser l'absorption du fer. Donc, petite astuce, par exemple, faire des vinaigrettes avec du jus de citron, ou alors badigeonner son poisson avec du jus de citron aussi, consommer des fruits avant ou après le repas. Si on a des troubles digestifs, c'est mieux de les consommer avant le repas. Donc, ça permet du coup d'avoir un apport en vitamine C qui augmente l'assimilation du fer. Donc, ça, c'est un petit truc à faire. En revanche, il faudrait éviter de consommer des excitants qui contiennent des tanins, donc comme le thé par exemple, ou le café, ou l'alcool, qui eux, à l'inverse, vont venir inhiber l'absorption du fer. Donc là, il faut vraiment l'éviter pendant cette période-là. Qu'est-ce qu'on peut faire en plus pour l'assimilation du fer? Faire ou rincer les légumineuses et les céréales qui en contiennent, parce que ça va augmenter la biodisponibilité du fer. Donc voilà, donc c'est des petites techniques comme ça à mettre en place. Il y a aussi l'ortie piquante en phytothérapie qui peut être très intéressante parce qu'elle contient du fer et de la silice qui augmente l'assimilation du fer, encore une fois. Donc ça, on peut le faire sous forme de tisane ou sous forme de gélule. Enfin, il y a plein de choses à faire. Donc ça peut être intéressant. Et pour les personnes qui ont pour les jeunes femmes qui ont des femmes qui ont des règles très abondantes, très fatigué, il faut vraiment vérifier son taux de fer avec des analyses sanguines tout simplement pour voir si le taux de fer n'est pas complètement dans les chaussettes, parce que là on peut faire des cures et on peut se complémenter, pardon,
plus naturelle pour pas avoir de désagréments au niveau digestif, parce qu'en général, fer chimique, notamment le tardiféron par exemple, peut engendrer soit des constipations, soit de la diarrhée, mais il existe d'autres complémentations genre qui sont vraiment naturelles et qui engendrent pas ce genre de problème. Donc on peut faire ça aussi. Et contre les règles douloureuses, il y a plusieurs choses qui existent. Il y a une plante qui est anti-hémorragique, qui est très réputée pour les règles abondantes, qui s'appelle la bourse à Pasteur, qu'on peut consommer pareil sous plusieurs formes. Ça peut être sous forme de gouttes, sous forme d'infusion, pour limiter les règles abondantes. Donc ça peut être intéressant aussi. Et on peut aussi consommer des aliments riches en vitamine K, parce que la vitamine K, elle est là pour la coagulation sanguine, et donc elle est anti-hémorragique. Donc on en trouve là pour le coup dans les abats, dans les légumes à feuilles vertes, dans les crustacés aussi. Donc, dans les produits lactofermentés. Parce que je vois que ouais. le temps passe, mais c'est hyper intéressant et voilà, de toute façon, j'espère que vous avez le temps de noter, mais on vous donnera un recording de la session. Donc, voilà, vous pourrez, voilà, et puis poser aussi vos questions à Anne, n'hésitez pas. Mais je pense que, ouais, peut-être si on peut passer à la phase suivante, la phase folliculaire. Okay. Alors, du coup, arrive la phase 2, donc là c'est la préovulation. Donc là, on sort d'une phase où on est un peu down, qui est pas très cool. Donc du coup, on retrouve de l'énergie. Donc on a plus d'ambition, on est plus dynamique, on a plus confiance en soi, on a un peu d'endurance. Donc du coup là, c'est l'occasion de faire plus de sport, un peu plus de cardio par exemple. Mais c'est pas une raison pour s'épuiser non plus. Là, il faut se recharger, dans le sens où on a passé une phase compliquée après la phase 1, donc il faut se recharger. Parce qu'en plus, c'est le moment où l'endomètre va se reconstruire pour recréer un cycle par derrière. Donc là, l'objectif, ça va être de se recharger donc, avec le sport, mais aussi avec l'oxygénation cellulaire, donc aller dans la nature, respirer, faire des balades en forêt, enfin voilà, mais avec l'alimentation aussi. Donc là, on peut faire le plein de protéines. Ouais. Donc, avec des protéines animales. Donc là, c'est le moment de manger un bon steak, par exemple. Ou quand on est végétarien, bien faire l'association entre légumineuses et céréales pour avoir un apport en protéines qui est assez conséquent. On peut aussi consommer des œufs. Alors là, attention, quand on consomme l'œuf, il faut que le jaune soit cru pour que les protéines soient bien assimilées par l'organisme et que ce soit optimal. On peut aussi consommer, par exemple, pour les végétariens, du germe de blé. Donc ça, c'est un super aliment en fait qui contient énormément de protéines qu'on peut consommer sur toute l'année. Donc là, ça va vraiment venir nous reminéraliser, donc ça peut être intéressant aussi. Ce qui est bien aussi dans cette phase-là, ça va être d'ajouter à son alimentation des super aliments. Donc les super aliments, qu'est-ce que c'est ? C'est des aliments qui sont très riches, c'est des bombes nutritionnelles en fait. Leur taux nutritionnel, donc vitamines, minéraux, oligo-éléments, sont décuplés x 10. Donc du coup, ça peut être intéressant d'inclure dans la vie de tous les jours à ce moment-là. Donc ça va être par exemple les graines germées, le pollen, la chlorophylle, les algues. Il y a plein de choses en fait à mettre en place et c'est très facile. On en trouve vraiment facilement dans les magasins en ce moment, maintenant. On peut acheter un petit germoir pour faire ses graines germées. Enfin bon, bref, on peut mettre ça en place pour se recharger. On peut aussi consommer des aliments qui sont riches en oestrogènes parce qu'on en a besoin à ce moment-là. Donc, ça va être le lin, le soja, enfin, ce genre de choses. Attention si on a des antécédents de cancer hormonodépendant dans sa famille. Mais bon, ça, c'est vraiment individualisé. Donc, on verra ça après. Et là, pour le coup, on peut prendre soin aussi de ses surrénales. Donc, les surrénales, c'est les petites glandes qui sont juste au-dessus de nos reins qui permettent de gérer le stress pour venir soutenir et pour venir se reminéraliser encore une fois. Donc là, il y a plusieurs choses. On va avoir des huiles essentielles comme l'épinette noire, par exemple. Ou alors, il y a des plantes qui sont dites adaptogènes qui viennent permettre de réguler le système nerveux et de s'adapter. Donc ça, c'est vraiment pour la phase 2, se recharger. Donc ensuite, là, on quitte la période numéro 1 et on va arriver dans la période numéro 2 et donc dans la phase 3 avec l'ovulation. Donc là, l'ovulation, qu'est-ce qui se passe ? On a un pic de LH et le LH, c'est une hormone aussi qui provoque la libération de l'ovocyte pour qu'il puisse rencontrer un spermatozoïde. Et du coup, à ce moment-là, c'est le follicule qui va libérer l'ovocyte. Et le follicule, quand il va libérer cet ovocyte, il va se transformer en corps jaune qui, lui, va produire de la progestérone. Et c'est là que la progestérone rentre en jeu, en fait. Pour, du coup, que l'endomètre s'épaississe pour pouvoir potentiellement accueillir l'œuf fécondé. Donc ça, c'est physiologiquement ce qui se passe. Et donc, du coup, là, c'est le moment où c'est à peu près au J12, J14 où on est le plus fertile. Donc là, par exemple, si on n'est pas sous contraceptif, il faut faire attention parce que l'ovulation, enfin l'ovocyte, en tout cas, il a une durée de vie de 24 heures. Mais c'est pas juste cette journée-là, en fait, qu'il faut prendre en compte. C'est aussi 4 jours avant et 1 jour après, parce qu'en fait, les spermatozoïdes, eux, survivent pendant 4 jours. Donc, faut faire attention, parce que là, c'est le moment où on est le plus fertile, et c'est d'ailleurs le moment où notre libido est à son max. Donc, du coup, il faut faire attention au niveau de la fertilité, voilà, pour la procréation.
donc là, comme je disais, donc notre libido, elle est à son max, on est plein de désirs, on est au bonheur, on est vraiment au top du top, au niveau forme. Là, du coup, c'est le moment, ouais, on est au max. Et donc là, du coup, c'est le moment d'optimiser, en fait, cette énergie qu'on a pour préparer, en fait, la suite du cycle, parce que la phase numéro 4, on la connaît toutes, elle est quand même moins simple avec les syndromes prémenstruels et tout, on verra ça après. Donc là, c'est vraiment le moment d'optimiser. Et donc, comment on peut optimiser? Bah là, vu qu'on est pleine d'énergie, donc là, on peut faire du sport un peu plus intensément, du running, enfin bon, quoi qu'on veut, enfin tout ce qu'on veut. Et on peut aussi adopter une alimentation anti-inflammatoire pour justement anticiper la phase qui suit. Donc ça veut dire quoi une alimentation anti-inflammatoire? Ça veut dire qu'on évite les aliments qui sont acides ou acidifiants ou pro-inflammatoires, comme la charcuterie, le mauvais gras, les produits industriels, le sucre raffiné, ce genre de choses, on évite. Et en revanche, on va favoriser les aliments qui sont riches en oméga 3, donc c'est des bons acides gras qu'on trouve dans les petits poissons gras, dans les huiles végétales comme l'huile de lin, de camine, ce genre de choses. Donc ça, on blinde là-dessus. On se blinde en antioxydants avec les fruits et légumes, notamment les fruits rouges, les baies. En ce moment, c'est la saison du kaki, donc on n'hésite pas, c'est vraiment très riche en antioxydants. Qu'est-ce qu'on peut faire aussi? Oui, on peut aussi avoir une alimentation qui est très alcaline et très reminéralisante, donc avec des patates douces, des courges, des châtaignes, c'est la saison en ce moment, donc on n'hésite pas. Donc ça, c'est vraiment au niveau alimentation. Et aussi, on prend soin de son microbiote. Et donc là, c'est le moment de prendre soin de son microbiote, donc avec des cures de pro ou de prébiotiques, notamment avec le pollen frais, dont je parlais tout à l'heure, qui est un super aliment qui contient des pros et des prébiotiques, donc qui font partie de la flore intestinale et qui peuvent en prendre soin du coup. Donc voilà, donc là c'est la fin de la phase 3. Donc là arrive le côté un peu moins sympa de la phase 4, où là on a un déclin d'énergie, parce que c'est la phase prémenstruelle. En fait, qu'est-ce qui se passe physiologiquement? Là pour le coup, vu qu'on n'a pas été fécondé, notre corps il se dit bon bah on n'a pas besoin d'endomètre, donc du coup on n'a plus besoin d'avoir des hormones, donc on va avoir une chute hormonale qui fait en sorte que l'endomètre se délabre petit à petit, ce qui va provoquer les règles au jour numéro 28. Donc en fait, le jour 28 égale le jour numéro 1. Donc c'est ce qu'on disait depuis le début. C'est vraiment un cercle c'est un échange permanent qui continue comme ça. Donc du coup, voilà. Donc la phase numéro 4, c'est la phase prémenstruelle, où là, on va être un petit peu moins bien. On va avoir besoin de s'adoucir, en fait, de prendre un petit peu de recul. On est plus émotif, plus sensible, mais ça n'empêche qu'on peut être aussi très créative, très inspirée. Donc il ne faut pas avoir que le côté négatif. Mais voilà, donc c'est une phase où on est un peu moins bien, donc on va se replier et on va prendre du temps pour soi. Donc on va faire du sport un peu plus doux, comme le yoga, comme la natation par exemple. Donc voilà, donc ça c'est pour les exercices physiques. Et au niveau alimentaire, là pour le coup, on continue l'alimentation anti-inflammatoire avec les oméga 3, etc. Et on peut aussi favoriser une alimentation qui va produire de la sérotonine. En fait, la sérotonine, c'est l'hormone du bonheur qui est là pour qu'on soit bien, quoi, en fait. Et quand on a une chute d'œstrogène, on va avoir une chute de sérotonine qui est engendrée par derrière. Donc, du coup, c'est pour ça qu'on est un peu irritable, etc. Donc là, on peut se blinder, du coup, en sérotonine. Mais en fait, la sérotonine, elle se fait grâce à certaines protéines qui s'appellent le tryptophane, qu'on trouve, par exemple, dans les volailles, dans la dinde, dans certaines légumineuses. Donc là, il ne faut vraiment pas hésiter là-dessus. Et à côté de ça, il y a aussi une plante qui contient aussi un dérivé du tryptophane qui s'appelle le griffonia et qui, lui, va permettre d'être un précurseur de la sérotonine et de limiter les dégâts, j'ai envie de dire, de la chute de la sérotonine. Et donc, le griffonia, il va permettre de moduler les humeurs, le moral, mais aussi les coups de fringale sucrés. Donc ça, c'est tout bénef, du coup. Donc, ça peut être intéressant de se complémenter là-dessus. Donc, on en trouve pareil en tisane ou en gélule. Ça, après, il faut voir en fonction de ce qu'on préfère. Donc, on peut faire ça. Et là, c'est le moment aussi de prendre soin de son foie. Parce qu'en fait, le foie, c'est un organe qui sert à tout dans notre organisme. Donc, il va filtrer, détoxifier, faire action, enfin, il fait énormément de choses. Il va produire les hormones d'ailleurs. Mais pendant la phase numéro 4, il va détoxifier, il va filtrer les hormones sexuelles en fait. Il va permettre, en fait, celles qui ont été utilisées, il va permettre de les détoxifier. Donc, du coup, ça va lui demander énormément de travail. Donc, du coup, là, on peut venir l'aider. Et donc là, il y a plein de choses à faire. Donc, on peut faire des infusions de romarin, de chardon-marie, de desmodium. On peut consommer des aliments qui sont plutôt amers ou qui contiennent du soufre, comme le radis noir par exemple, ou comme le crucifère, qui permet du coup d'aider le foie. Donc là, il y a ça qui peut rentrer en compte. Et pour la gestion des émotions, après, il y a énormément de choses à faire avec la phytothérapie, donc les plantes. Donc ça, après, ça dépend de chacun. Si on a des problèmes de sommeil, la passiflore, la valériane, enfin, il y a plein de choses à faire. Et pour réguler son cycle aussi, quand on a des syndromes prémenstruels qui sont
très intense, on peut aussi se servir de la gémothérapie. Donc la gémothérapie, c'est une branche de la phytothérapie qui prend en compte en fait l'embryon de la plante. Donc ça va être blindé de principes actifs et ça va être hyper efficace sur l'organisme parce que ça va travailler en profondeur, ça va travailler sur le terrain. Et notamment quand on a des problèmes au niveau cycle, la gémothérapie avec des bourgeons de framboisier, c'est génial, ça marche super bien. Et à côté de ça, on peut aussi utiliser de l'huile d'onagre, qui est très réputée aussi pour réguler les flux, réguler les humeurs, réguler le côté inflammatoire des cycles. Donc voilà, donc il y a à mettre en place. Mais après, comme je l'ai dit tout à l'heure, tout ça, tout ce que je vous dis, c'est vraiment des pistes, des conseils. Si vous avez vraiment des gros soucis ou vraiment des gros dérèglements, faut que ce soit plus individualisé, il faut aller voir un praticien, etc. Parce qu'en fait, le système hormonal, c'est vraiment un processus très complexe. Et quand il y a un petit dérèglement, une petite carence nutritionnelle, ça peut vraiment tout dérégler et du coup alterner complètement le système quoi, en fait. Écoute, c'est génial. Tu nous as fait ça dans une tirade juste parfaite. J'adore. Je Il y a voudrais... énormément d'infos. Ouais. Non, mais c'est genre, j'ai la tête qui explose, quoi. Mais c'est trop bien. Je voulais demander, j'appelle le public. Non, mais n'hésitez pas vraiment à maintenant peut-être intervenir si vous voulez. Voilà, pour poser une question, si vous en avez. Je pense qu'on peut passer aux questions. Anne, je sais pas ce que tu en penses. Ouais. Ouais, bien sûr. S'il faut que je répète des choses, que je suis allée très vite, j'ai donné beaucoup d'informations, donc c'est compliqué de suivre tout. Avec plaisir, je répète, il n'y a aucun souci. Puis j'ai vraiment, enfin, pas eu. Il y a tellement de choses à dire que du coup, c'est compliqué de tout balayer, etc. En si peu de temps. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est avec plaisir que je réponds. Ok, alors est-ce que quelqu'un a une question? Bon, moi, je vais commencer en attendant que ceux qui veulent poser des questions se viennent. Tout à l'heure, tu as parlé donc d'endomètre et de l'endométriose. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus parce que c'est quand même une maladie qui est encore un peu méconnue et très souvent on l'associe en fait à des douleurs de règles alors que c'est pas du tout le cas. Est-ce que tu pourrais développer un petit peu sur ce point peut-être? Ouais. Alors en fait, l'endométriose, effectivement, c'est une maladie qui commence à être de plus en plus connue. C'est une femme sur 10 quand même qui est touchée, donc c'est énorme. Avant, en fait, ça existait, mais on disait t'as mal, c'est normal, sauf qu'en fait, c'est pas normal pendant ses règles. Donc en fait, l'endométriose, c'est quoi? Donc c'est les cellules de l'endomètre, comme j'expliquais tout à l'heure, qui vont en fait migrer en dehors de l'utérus. Et du coup, ça va perturber le cycle en fait. Et quand on va avoir nos règles, et ben, ça va passer par ces cellules aussi. Donc, ça peut être extra-utérin, ça peut même se développer dans tout l'organisme. Ça va du coup créer en fait des douleurs très fortes. Ça dépend des gens, ça dépend des jeunes femmes. Ça peut être des douleurs très fortes ou pas. On peut être plié en deux ou pas. Mais en fait, c'est ça, c'est la mutation des cellules de l'endomètre en dehors, en tout cas, de l'utérus et qui va créer en fait du coup un dérèglement du système hormonal. Et ça, pour le coup, donc comme tu disais, c'est une maladie qui est très peu connue. Donc, il n'y a pas de traitement qui existe en tout cas pour le moment. C'est juste ce que la médecine traditionnelle, en tout cas, propose, ça va être de prendre la pilule en continu pour éviter d'avoir ces règles, pour éviter justement que ces cellules se réveillent et saignent autre part que dans l'utérus et du coup créer des douleurs. Mais il y a un accompagnement qui est possible avec la naturopathie notamment. Il y a des choses à faire, mais ça ne va pas venir guérir, ça va venir soulager et accompagner la personne. Ok, super. Et si je me rends compte, par exemple, avec ce que tu dis, que j'ai des symptômes pardon, d'endométriose, donc venir consulter un naturopathe, qu'est-ce que tu conseilles en complément peut-être d'un naturopathe, à qui il faut s'adresser en fait? Peut-être que tu as je sais pas, des clients qui ont eu ce genre de situation. Alors, déjà de sûr, il faut aller voir un gynéco pour que ce soit vraiment diagnostiqué par le gynécologue, faire une échographie, etc. Voir ce qu'il en est, à quel stade tu en es en fait. Mais la naturopathie, ce que tu proposais, ce qu'on peut proposer, ça va être des choses anti-inflammatoires en fait, pour résoudre les douleurs, pour essayer de soulager au maximum. Et ça dépend de chacune après, parce qu'en fait, il y a vraiment des symptômes qui sont vraiment différents. Mais par exemple, là, pour le coup, les oméga 3 dont je parlais tout à l'heure, là, c'est hyper intéressant dans ce cas-là. Donc, ça peut être ça peut être via l'alimentation, et évidemment, via la respiration. Typiquement aussi, quand on a de l'endométriose, on peut avoir des règles qui sont très, très abondantes. Donc là, ça va être, comme je disais tout à l'heure, ça va être faire attention à essayer de réguler un petit peu le cycle,
le rendre plus régulier, justement. Enfin, il y a plein de choses à faire, mais c'est difficile de répondre comme ça. C'est vraiment tellement différent en fonction de chacune. Mais le premier truc, en tout cas, c'est d'aller voir un gynéco pour que ce soit diagnostiqué, parce qu'il y a différents stades en tout cas. Mais c'est pas normal d'avoir mal. Et si votre gynéco vous dit c'est normal, t'as mal, ça arrive à tout. Non, il faut changer de gynéco et il faut vraiment, faut faire en sorte de trouver ce qui se passe. Carrément. Ok, bah, super. Alors, j'ai des petites questions qui arrivent. Il y a Selma qui demande est-ce que l'huile de CBD peut aider à soulager les douleurs? Oui, ouais, le CBD, ça peut être intéressant. C'est de plus en plus, ça commence à se développer de plus en plus. Alors après, on n'en trouve que sur Internet, il me semble, donc il faut faire attention à d'où ça provient en fait. Mais effectivement, la CBD, ça peut être intéressant pour soulager les douleurs. Ok, super. Ouais, je crois que nous, on en a sur Yapian. On a quelques huiles. Donc, c'est vrai qu'il y a des dosages qui sont différents. En fait, on a des dosages donc à 5%, à 10%, à 15%. Et puis après, il peut y avoir plus, hein, vraiment. Mais ça dépend de quelle douleur, quelle douleur vous avez. Donc voilà, nous on a la marque Équilibre, mais c'est voilà, je finis là-dessus, mais c'est vrai qu'on en trouve de plus en plus et c'est génial. Et oui, il y a Eugénie qui dit que les huiles de CBD se trouvent aussi en boutique. Oui, carrément. Ok, Il y a des boutiques de CBD maintenant ouais, qui ouvrent un peu partout. ok. Euh, donc voilà. Ensuite, il y a Clémence qui demande quelles recommandations tu aurais ou des sites, des ouvrages pour creuser le sujet en fait des hormones. Est-ce que tu as... Alors, il y en a un qui est super. Je n'ai plus le titre en tête. J'ai plus le titre en tête. J'ai un gros vide là. Mais on pourra le remettre. Mais il est vraiment super. C'est inutile de dire vu que j'ai pas le titre. Il est vraiment super parce il permet vraiment de comprendre ce qui se passe dans son corps, etc., qui est vraiment très bien expliqué. C'est un peu en pavé, mais c'est un peu une bible aussi. Donc je le retrouverai, promis. Promis, je le retrouverai je donnerai l'information. Je suis vraiment désolée. Ouais, non, mais écoute, il n'y a pas de problème. Ce qu'on fera, c'est qu'on fera un petit mail récapitulatif et puis comme ça, Oui, on vous voilà. donnera aussi d'autres sources pour, pour approfondir. Donc, tu as Clémence qui te dit super, merci. Et elle recommande, elle dit j'ai Femme Essentielle d'Aromazone qui est pas mal. Ok. Donc, euh, donc voilà, alors là, on a fait le tour des questions dans le chat. Si quelqu'un a une autre question, bon voilà, on n'a pas trop dépassé, je pense qu'on est bon niveau timing. Mais si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, c'est maintenant. Moi, je voulais juste peut-être te poser la question, qu'est-ce qu'on fait quand on a de l'aménorrhée, enfin, donc ça veut dire quand on n'a pas de règles en fait, ou quand on n'a plus de règles, qu'est-ce qu'on peut faire et comment est-ce que la naturopathie peut nous aider? Alors, c'est une super question. Donc, l'aménorrhée, effectivement, c'est quand on n'a pas nos règles pendant plus de 3 mois à peu près. Donc là, c'est qu'il y a un dérèglement, donc ça peut être environnemental, ça peut être nutritionnel, ça peut être génétique, il peut y avoir quelque chose derrière. Donc, encore une fois, il faut consulter. Mais en naturopathie, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut accompagner la personne en essayant de reproduire un cycle hormonal qu'avec des manières naturelles. En fait, tout ça grâce à des plantes. En fait, les plantes contiennent des phytohormones. Donc les phytohormones, qu'est-ce que c'est? Ce sont des molécules qui se comportent comme nos hormones à nous. Donc c'est-à-dire que, comme je vous disais tout à l'heure, elles vont d'un point A à un point B. Donc en fait, les phytohormones vont se positionner sur le point B et vont du coup un peu tronquer, un peu duper notre système hormonal et du coup va pouvoir réguler d'une certaine manière ou d'une autre en fonction des molécules le système hormonal. Donc en fait, il y a plein de plantes qui contiennent ces phytohormones. Alors attention, elles n'ont pas d'effet chimique. Donc du coup, c'est intéressant. Donc c'est vraiment que naturel. Ça va juste venir duper et rééquilibrer. Donc là, en fait, il y a plein de choses à mettre en place. Donc il y a des plantes qui sont progestérone-like, donc qui imitent les progestérones, ou des plantes qui sont oestrogènes-like, donc qui imitent les oestrogènes. Et donc du coup, comme avec ce qu'on s'est dit en fonction des phases et de quand apparaît la progestérone, l'oestrogène, etc., les pics de certaines hormones, on peut essayer en tout cas de recréer avec ces plantes-là, avec ces phytohormones. Ok, bon bah Donc ça, super intéressant. Ouais, très intéressant. Et je pense oui, bah, la première chose c'est vraiment de consulter, d'établir un diagnostic et oui, ensuite la naturopathie, encore une fois, en support peut venir vraiment exactement. aider en traitement de fond en fait. Ouais, ouais.
voilà, je pense que s'il Exactement. y a un truc dont les gens devraient se rappeler, c'est peut-être ça. J'ai pas d'autres questions, donc je pense qu'on va faire le wrap-up. Donc, si ça vous a intéressé, si vous avez aimé, bah, dites-le nous. S'il y a des choses que vous n'avez pas aimées, dites-le nous aussi. Voilà, donc vous pouvez trouver Anne sur Instagram, arrobase, tiré du bas, je crois, naturaux, c'est ça, au pluriel. Et bah, nous, vous pouvez trouver Gapian sur @Gapian. Que vous dire encore? Donc, on va vous faire un petit mail de wrap-up. Cette conférence a été enregistrée. Donc, vous aurez la conférence en accès libre sur le site de Gapian. Et aussi, si vous avez aimé l'approche de Anne, on va vous envoyer un petit lien pour que vous puissiez en fait peut-être prendre rendez-vous avec elle si ça vous intéresse, de creuser le sujet et d'avoir une approche un peu plus personnalisée. Je crois que tu consultes en ligne aussi, enfin à distance, je veux dire. Ouais, je fais des visios avec le Covid, c'est vachement développé, quoi, du coup. Donc oui, en visio ou même en cabinet, je peux recevoir les gens. Et si vous avez des questions en amont, n'hésitez pas, parce que je sais que je suis allée très vite et je sais qu'il y a énormément de choses. Donc vraiment, c'est avec grand plaisir si je peux répondre aux questions, si vous voulez me sur Instagram envoyer un message ou même pas. Vraiment, avec grand plaisir. Bon, ben super. Merci beaucoup, Anne. Merci à tous de vous être connectés. Franchement, c'était génial. Donc voilà, j'ai hâte de faire la prochaine masterclass avec Anne. On a encore plein de sujets à creuser. Et voilà, il y aura plein d'autres experts aussi. Donc, je vous dis à bientôt. Passez une bonne soirée. Et pour ceux qui ont un confinement à 18h, bah, servez-vous un verre de vin, quoi. Je sais pas quoi vous dire. On est tous dans... On est tous dedans. Donc voilà, bonne soirée à tous, à très bientôt.